Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire en série où aujourd'hui on va parler d'une des grandes séries de ces dernières années, c'est The Walking Dead. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Lucille Coquelin. Bonjour Lucille. Bonjour, Alors merci Lucille, beaucoup pour l'invitation. Pardon. Merci à vous, il n'y a pas de souci. Donc, alors, Lucille, je vais vous présenter en tout premier, comme c'est la tradition dans Histoire en série. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication au CEMTI, donc Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et vous êtes aussi chargé d'enseignement à Sciences Po Paris. Dans vos travaux, vous mobilisez des approches issues des théories du sens et de l'éducation critique aux médias afin de questionner les représentations, en particulier des corps, produites par les productions audiovisuelles, sérielles et les réseaux sociaux numériques. Donc, vous avez plusieurs thèmes d'études, la sémio-anthropologie, l'analyse du discours médiatique, l'économie politique, l'éducation critique aux médias et les études culturelles. Vous avez soutenu donc votre thèse de doctorat en 2022, tout récemment, le 24 novembre 2022 à l'Université Paris 8. Elle s'intitule Mythologie des technocorps dans la série Black Mirror, qui est diffusée sur Channel 4 et Netflix, de la mythocritique à l'introspection pour une sémiotique action. Votre directeur, c'était Alexandra Semmer. Voilà, vous avez aussi publié. On a mis tout ça sur la page de l'émission, sur notre site histoireensérie.com. Alors, pour commencer, Lucille, si ça ne vous embête pas, est-ce que vous pourriez, pour celles et ceux qui seraient passés à côté du phénomène The Walking Dead, pourriez nous présenter rapidement cette série et nous en faire le pitch? Avec grand plaisir. The Walking Dead, c'est une série qui est tirée d'un comics éponyme qui a été créé par Robert Kirkman. C'est une série qui a été lancée le 31 octobre 2010 pour Halloween. Et c'est pas un hasard puisque c'est une série qui est souvent associée au genre de l'horreur. Donc, qu'est-ce qui se raconte dans, en tout cas, on va dire, les premières minutes du tout premier épisode, afin d'éviter de faire trop de spoilers pour nos auditeurs et auditrices? Eh bien, on va suivre un personnage qui s'appelle Rick, qui se réveille dans une chambre d'hôpital et qui va se rendre compte que la société qu'il connaissait a disparu et qu'à la place, il est dans oui, une apocalypse zombie. Voilà. En tout cas, le terme zombie est jamais employé dans Walking Dead puisqu'on parle de marcheurs et c'est justement cette figure qu'on va interroger aujourd'hui ensemble. Alors c'est très intéressant, Lucille, cette idée-là, justement, peut-être qu'en introduction, on pourrait revenir sur cette fameuse figure qui est mythologique du zombie et justement voir avec vous pourquoi on ne parle pas de zombies mais de marcheurs. Et là aussi, c'est cette thématique de zombies, de morts-vivants, de marcheurs, on la retrouve dans d'autres séries, y compris des gros blockbusters. On pense bien sûr aux fameux marcheurs blancs, par exemple, qu'il y a dans Game of Thrones. Alors, est-ce que vous pourriez développer cette figure-là tout de suite en introduction? En fait, la figure qu'on associe aux zombies, on se rend compte qu'elle est plurielle, elle est polymorphe, elle innerve la fiction depuis déjà au cinéma les années 30, avec un film qui s'appelle Le mort qui marche. Et puis on va retrouver la saga de la Nuit des morts vivants dans les années 70, qui a été réalisée par George Romero et qui va ensuite innerver un certain nombre de blockbusters sériels aux États-Unis, comme la saga Evil Dead ou Resident Evil. Donc, vous savez certainement aussi qu'il y a des franchises de jeux vidéo sérielles qui ont été développées en parallèle de ces fictions. Et puis, ensuite, on va voir cette fiction, enfin, cette figure apparaître dans des fictions où elle va être un peu moins centrale, un peu plus secondaire, comme par exemple dans Pirates des Caraïbes, où le premier film va tourner autour de cette figure, ou dans des films comme avec Will Smith, Je suis une légende. Et on se rend compte que c'est une figure qui revient souvent et en même temps, elle a toujours une caractéristique, c'est qu'elle est déréglée du point de vue de la chair et de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des productions. Par contre, ce qui va vraiment venir changer, c'est les causes de la zombification.
Dans, par exemple, Walking Dead de Michael Curtis, qui est le film sorti en 1936, La mort qui marche, le zombie, c'est un homme qui a subi la peine capitale et qui va revenir à la vie pour se venger. Dans The Dead Don't Die, qui est sorti en 2019, c'est plutôt à la suite d'un changement climatique que les morts vont venir ressusciter. Et donc, on se rend compte que selon les causes de la zombification, on peut en arriver à différentes critiques et comprendre différemment cette figure mythologique. Donc, sur mes terrains de recherche, on a appliqué une méthode qu'on a développée en collaboration avec Alexandra Samer et Nolwenn Tréhondard. C'est une méthode qu'on appelle la sémiotique sociale, qui s'inscrit dans l'éducation critique aux médias et qui nous a permis d'investiguer cette figure du zombie dans The Walking Dead en partant de l'hypothèse que cette figure, elle est mythologique, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans le registre du mythe selon la définition de Roland Barthes. Donc, elle a une persistance particulière, c'est une figure qui est récurrente. Et ce qui est particulièrement saisissant au sujet de The Walking Dead, c'est que pour le coup, on n'a pas les causes vraiment de la zombification. Il y a un manque d'explication qui interroge, et c'est là où ça va revenir cette structure mythologique, où ça va rejoindre cette structure mythologique de Roland Barthes, puisqu'il nous explique que le mythe, il est constitué par l'évacuation des conditions historiques de production du récit. Alors Lucide, c'est vraiment très très intéressant de commencer par cette figure-là, de la resituer. Vous avez très bien fait parce que on se pose beaucoup de questions autour des zombies de The Walking Dead, qui est devenu, je l'ai dit en introduction, une des grandes séries de ces dernières années. Alors c'est vrai que est-ce que vous pourriez pas nous expliquer un petit peu ce que vous avez commencé à nous dire autour de ce protocole d'enquête, en fait, qui va finalement se tourner vers une sorte de sémiotique sociale, c'est-à-dire un petit peu comment est-ce que vous avez travaillé finalement pour cette émission. On s'est basé sur les travaux de Roland Barthes que je viens de citer, pas seulement sur ces mythologies, aussi sur des textes assez fondateurs de la sémiotique, comme la rhétorique de l'image, un texte dans lequel il vient analyser l'affiche de Panzani, une affiche publicitaire pour vendre voilà, des pâtes. Et en fait, Roland Barthes, en étudiant cette affiche, il explique comment il y a un certain nombre de stéréotypes français qui vont venir agir dans la lecture qu'on peut faire de cette publicité. Il souligne, Roland Barthes, qu'en fait, une personne italienne ne va pas nécessairement associer les mêmes idées à cette affiche. Mais Roland Barthes, dans cet article, il n'explique pas, si vous voulez, que les individus, ils vont pas nécessairement avoir le même point de vue que lui, dans le sens où il n'explique pas que pour en arriver à cette idée, c'est parce que il fait cette analyse depuis son propre point de vue à lui de chercheur français vivant dans les années 50. Donc finalement, il vient effectuer une espèce de décodage de la dimension idéologique de cette publicité en se basant sur les traits matériels, mais qu'il a identifié depuis son point de vue et sans préciser qu'il le fait depuis sa propre posture. Et puis dans un deuxième texte fondateur qui s'appelle Le message photographique, Roland Barthes il vient donner une place centrale à l'idée du code de connotation. Il explique finalement que pour en arriver à une analyse, eh bien, on va mobiliser des codes de connotation, c'est-à-dire des systèmes de croyances, des systèmes de valeurs. Pour donner un exemple rapide, il vient analyser un photomontage où on voit deux politiciens en train de se parler, qui ont la tête penchée l'un vers l'autre. Et il explique que le code de connotation ici, pour en arriver à l'idée que cette image elle peut susciter la méfiance, eh ben, c'est une forme d'anticommuniste, parce que l'un des politiciens appartient au Parti communiste. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce code de connotation, en fait, il est associé à une série de règles qui nous permettent d'attribuer une signification à quelque chose en se basant finalement eh bien, sur peut-être notre antipathie pour un sénateur, peut-être notre antipathie pour un parti politique ou à l'inverse notre adhésion. Donc finalement, ce qu'on nous, on a voulu voir sur le terrain avec cette sémiotique sociale, c'était comment, grâce à des groupes de discussion, ce qu'on appelle des ateliers de co-interprétation, on va pouvoir identifier de manière plurielle, collective, mais aussi individuelle et réflexive, ces codes qui viennent agir finalement lorsque on se retrouve tête à tête avec un zombie, que ce soit dans The Walking Dead ou plus largement dans la production culturelle. Donc juste pour vous donner quelques éléments sur cette idée d'atelier de co-interprétation, eh ben, ce sont des espaces où on cherche, on peut le faire avec des étudiants et étudiantes, c'est ce qu'on a fait pour The Walking Dead, mais on peut le faire avec d'autres types de publics. Ce sont des espaces collectifs où on va chercher à partir d'une image, à partir d'un site internet, à partir d'une bande-annonce de séries télévisées, à chercher à discuter
mais pas seulement échanger. On va d'une part partager ensemble des outils théoriques pour partager un vocabulaire commun. Donc, on va chercher à amoindrir en fait la position située entre chercheurs et chercheuses et étudiants et étudiantes ou participants à l'enquête. Et puis, on va aussi chercher à s'engager en tant que chercheur dans ce processus réflexif. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on fait 100% partie du terrain que l'on étudie. Donc, on se réunit tous ensemble, on va lancer la bande-annonce de la saison 1 de The Walking Dead en version originale. Et puis, à partir de là, on va chacun individuellement noter sur un papier, selon nous, le zombie, qu'est-ce qu'il représente, de quoi est-ce que le zombie est le nom, de quoi est-ce qu'il est le signe. On va formuler une première hypothèse interprétative. On va ensuite les mettre en délibération, toutes ces différentes hypothèses. Et puis, de fil en aiguille, généralement en 2 ou 3 séances, eh bien, on va réussir à remonter jusqu'à nos filtres interprétatifs. Donc, nos filtres interprétatifs, ce sont nos schémas de croyance, d'appartenance, de valeurs. Ça va être finalement toutes nos convictions, tout le processus de socialisation qui vient agir dans notre façon de regarder et en même temps qui est aussi cadré vraiment contextuellement, c'est-à-dire que les résultats de l'enquête que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, ils peuvent avoir lieu aussi uniquement dans le cadre universitaire d'une certaine façon. Et vous verrez que les critiques, on peut sentir justement cet ethos universitaire qui les innerve. Donc, pour conclure sur ce protocole, on a organisé ces ateliers, on a discuté ensemble à partir de la bande-annonce, on a cumulé et des discussions collectives, mais aussi des prises de notes individuelles, on a créé des écrits, et puis ensuite, on a identifié des faisceaux interprétatifs majoritaires qu'on a restitués aux participants à l'enquête pour conclure l'expérimentation en essayant de partager aussi avec elles et eux directement sur les terrains les analyses qu'on a pu tirer. Alors justement, Lucille, c'est très intéressant maintenant que vous nous avez présenté ce protocole. Est-ce que vous pourriez revenir longuement sur ces résultats et finalement nous dire de quoi ces marcheurs sont-ils le signe et finalement pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que on a cette idée qui revient très régulièrement, vous l'avez dit, que ce soit au cinéma ou dans les séries? Hmm. En fait, c'est très important pour pouvoir répondre à cette question que je revienne rapidement sur ce qui a suscité le premier visionnage de la bande-annonce sur la plupart des terrains. Puisqu'on a fait ça avec différents groupes d'étudiants, de la licence au master, et à chaque fois, c'était des groupes entre 20 et 30 personnes. Donc, c'était des étudiants, il faut le préciser, qui étaient inscrits à l'Université Paris 8 en culture et communication, et la plupart qui étaient soit en spécialisation audiovisuelle, soit en sémiotique. Donc, on voit déjà aussi comment est-ce que ça va cadrer les résultats que je vais vous partager. Donc, en fait, lorsqu'on a projeté cette bande-annonce, tout le monde a découvert, on va dire, la vidéo ensemble. Et tout de suite, il y a eu ce réveil du personnage de Rick à l'hôpital qui a été associé par les étudiants et étudiantes à un appel à l'identification. On nous invite en tant que spectateurs à plonger dans l'inconnu et immédiatement ont été reconnus les codes du film d'horreur. Euh, euh, mais ce code du film d'horreur, ce qui était assez intéressant, c'est que ça a été associé aussi d'emblée à la question du christianisme. C'est-à-dire qu'on voit Rick dans une espèce de tenue blanche qui se lève d'un lit d'hôpital, qui va dans un couloir et puis qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui est anormal, qui est effrayant. On voit une main qui passe entre deux portes et puis il va sortir à l'extérieur de l'hôpital. Il va être baigné dans une lumière blanche. Et cette scène-là, elle a vraiment été associée à la question de la révélation mystique de la résurrection du Christ habillé de blanc qui vient traverser la lumière jusqu'à l'éblouissement, jusqu'à la rencontre finalement avec une marcheuse qui est coupée en deux, qui n'a plus de jambes et qui va tendre la main vers lui. Et là, on a vu se mettre en place un premier débat que nous, on n'attendait pas du tout avec mes collègues, puisqu'il y a une partie des étudiants qui ont verbalisé que ce geste, c'était une menace. Et ça, ils ne l'ont pas verbalisé parce que ils l'ont inventé. Ils l'ont verbalisé parce qu'il y a un plan où on voit Rick qui est terrorisé par cette main tendue. Et puis de l'autre côté, on a une partie du groupe qui nous a dit, mais non, ce geste, c'est un appel à l'aide. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on vienne le secourir. Et puis là, on a trouvé vraiment que c'était intéressant parce qu'on avait l'impression que ce groupe d'étudiants, cette partie des étudiants, ils venaient de se désolidariser finalement avec l'intention de la production qui est de susciter l'angoisse. Puisque là, les étudiants et étudiantes, ils n'ont pas ressenti de l'angoisse, ils ont ressenti de l'empathie.
Donc ça, c'était une première chose qu'on a trouvé très intéressante, c'était comment finalement, en souhaitant nous guider avec la bande-annonce, avec ce reaction shot, ce gros plan sur le visage terrorisé de Rick, comment en cherchant à nous solidariser avec ses émotions à lui, ça a fait un effet tout à fait inverse chez des étudiants. Et ça s'explique parce que certains vont adhérer finalement à des convictions féministes, par exemple, et ont eu tout de suite de la méfiance envers ce personnage d'homme blanc, masculin, qui a la trentaine et qui est positionné d'emblée comme le héros de l'histoire. Donc ça, c'est une première chose, c'est comment ce teaser, il a permis tout de suite, si vous voulez, de voir se dessiner certaines émotions, certaines hypothèses, certaines connaissances culturelles, religieuses notamment, qui ont émergé, mais aussi toute cette connaissance des films d'horreur et des codes cinématographiques et des codes de la bande-annonce qui ont permis aux étudiants et étudiantes de comprendre très vite de quoi il s'agissait face à cette fiction. Alors, à partir de là, on a pu recentrer un peu les échanges sur cette figure du zombie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un premier faisceau d'hypothèses interprétatives qui amenait l'idée que ce zombie, c'est le signe annonciateur d'un effondrement inévitable. C'est-à-dire que les zombies ne peuvent plus parler. Ils grognent, ils sont hagards, l'œil vide. Donc le zombie, il n'est pas seulement dénué de parole, à première vue en tout cas, il est aussi guidé par un instinct animal. Il va se déplacer en meute, il devient dangereux lorsqu'il s'agglutine avec ses semblables. Donc même s'il n'est pas nécessairement capable de manier des outils, et encore pour The Walking Dead, il y a des questions qui se posent à ce sujet, on les voit quand même rassemblés en hordes gigantesques qui viennent envahir les États-Unis jusque dans ses moindres recoins. Et donc finalement, il y a un premier faisceau autour de cet effondrement qui s'est dessiné sur la question de la peur existentielle de la maladie, puisque, vous le savez maintenant, Rick se réveille dans un hôpital. Donc, cette expérimentation qu'on a menée, il est peut-être important de préciser que c'était bien avant le virus Covid-19, puisque c'était 2 ans avant, mais néanmoins, l'une des premières hypothèses qui a émergé, c'était la matérialisation d'une peur existentielle de la maladie. Donc, les étudiants et étudiantes, ils se sont basés sur la bande-annonce, mais aussi certains connaissaient la série, donc ils ont pu appuyer leur argumentation en disant que dans cette série, dès la saison 1, on part du principe que le monde il est contaminé et porteur d'un virus. Donc désolé pour le spoiler, j'aurais peut-être dû le dire avant. Et puis, du coup, arrive l'idée que si les zombies, c'est le signe de la maladie, alors si on prend un point de vue un peu survivaliste, on peut se dire que, ou même darwiniste, on peut se dire que c'est une forme de régulation naturelle hein, et que, voilà, on va sacrifier les contaminés en situation de crise pour permettre au reste de l'humanité de survivre. Donc là, on est vraiment dans une vision du monde qui est sans merci, sans droit de l'homme et qui est défendue à l'heure actuelle par certains courants survivalistes. Et puis, il y a quelque chose qui vient rejoindre ici, c'est la question des croyances eschatologiques, puisqu'on a eu un autre filtre interprétatif où les étudiants ils nous ont dit que voilà, le zombie, c'est une créature primitive qui est hostile de nature, qui fait preuve d'une animalité primaire. On est un peu entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est la part sombre et refoulée de l'humanité. Donc ça, c'était intéressant de voir comment les étudiants ils sont venus mobiliser des croyances et des connaissances qu'ils ont sur le fonctionnement de l'être humain et aussi sur cette distinction entre ce qui ferait plutôt partie de la lumière chez l'être humain et puis ce qui ferait plutôt partie de l'ombre. Ce qui a rejoint après certaines croyances religieuses qui ont amené des étudiants et des étudiantes à parler plutôt là d'un châtiment divin, de l'idée que c'est un châtiment qui est infligé à des pécheurs et que la série elle vient anticiper une fin du monde apocalyptique, qui est citée dans la Bible. Et ça, c'est notamment par rapport à la question des morsures. Le fait que les zombies, que les marcheurs viennent mordre pour contaminer ou pour dévorer des individus, ce serait le signe de la bête. Voilà, et puis dans ce cas-là, Rick, il est vraiment associé à nouveau aux figures messianiques de Jésus ou de Moïse. Et ça, c'était très intéressant parce que c'est vrai que dans The Walking Dead, quand on connaît bien la série, on se rend compte qu'il y a énormément de signes qui renvoient à la religion chrétienne, à la religion protestante. On a des croix, des églises, on a des prêtres, on a des modes de vie un peu amish aussi, on pourrait penser. Et puis, on a des étudiants qui, là, ont cité littéralement la Bible
pour pouvoir étayer ces argumentations et qui nous ont expliqué qu'en fait, pour eux, c'était évident que The Walking Dead, ça parlait du purgatoire, notamment parce qu'ils ont été fortement socialisés aux croyances évangéliques. Et le fait d'avoir discuté en groupe de ça, ils se sont rendus compte que c'était un filtre interprétatif qui découlait vraiment de leur position située dans la sphère publique et qu'il était tout à fait possible de voir autre chose dans le zombie. Et ça, c'est intéressant puisque la sémiotique sociale, un de ses buts, c'est de nous permettre justement de conscientiser qu'il est possible de voir double, triple, quadruple sur une même image, un même texte. Donc cette question de la rédemption et du châtiment divin, elle a aussi été un tout petit peu différemment appréhendée avec des étudiants et étudiantes qui étaient plutôt, eux, sensibilisés aux questions écologiques notamment, où là, il y avait la question de la vengeance de la nature. C'est pas tant un châtiment divin qu'un soulèvement de notre environnement qui se rebelle contre l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, le marcheur, c'est un avertissement qui est adressé aux êtres humains pour leur dire qu'ils sont en train de détruire l'environnement à cause de leur mode de consommation néolibéral ultra-capitaliste. Donc finalement, le fait de voir des hordes de marcheurs qui s'agglutinent ensemble, qui cassent des vitrines de supermarchés comme on le voit dans la bande-annonce, ça rappelle à certains étudiants et étudiantes les mouvements de foule du Black Friday. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de lien direct avec les filiations de George Romero et cette question du zombie comme un signe de la société de consommation, comme une critique de cette société de consommation où on serait, nous, zombifiés justement par le néolibéralisme. Alors, ces étudiants qui ont adhéré plutôt à des convictions écologiques, il y en a pas mal qui se revendiquaient aussi végétariens, végétariennes, véganes, et qui nous disaient que The Walking Dead, ça cible tout particulièrement la surconsommation de chair animale. Voilà, donc ça, c'était vraiment aussi très intéressant. Finalement, The Walking Dead, il y a même un étudiant qui nous a dit que c'était un ode au végétarisme pour nous mettre face à l'avertissement écologique et sur notre façon de traiter le vivant. Donc finalement, face aux zombies bouffeurs de viande, les humains, ce sont des bâtisseurs de ZAD qui se construisent aux antipodes de la société capitaliste. Alors ça, c'est vraiment ce qui va nous amener on va dire au dernier point de ce faisceau, toujours sur l'écologie, mais j'ai même envie de dire l'écoféminisme là, dans ce cas, c'est l'idée que dans la série The Walking Dead et déjà dans le trailer de la saison 1, il y a une opposition qui est marquée dans la colorimétrie et dans les paysages entre les lieux où on voit des marcheurs qui sont amassés dans les villes, alors que les êtres humains survivants, survivantes sont plutôt, eux, dans des camps de fortune au milieu des campagnes. Donc ce contraste entre le vert saturé et les buildings gris, entre le vivant et les marcheurs, nous amène à nous dire que là, il y a soit une croyance viriliste qui est encodée dans The Walking Dead, soit c'est une critique de cette croyance viriliste. C'est-à-dire que pour citer une participante, elle nous a dit, il y a la ville avec les hommes, la ville verticale, avec des pénis brandis vers le ciel, et à côté de ça, la nature, où les femmes et les enfants essayent de survivre et vont se cacher comme dans le buisson vaginal de l'origine du monde. Et j'ai beaucoup aimé cette citation parce que ces personnes qui sont arrivées à ce type d'analyse ont identifié, par exemple, que voilà, dans la bande-annonce, on voit que les hommes, ils sont aux premières lignes lorsqu'il y a des affrontements, alors que les femmes, elles sont derrière. Les femmes, on les voit plutôt avec des enfants et les hommes, on les voit plutôt dans l'action, en train de tirer et conduire des voitures vite, etc. Donc, on voit bien comment, à partir de cette même idée d'un effondrement, d'une critique aussi des rapports sociaux de domination, on peut arriver avec des croyances différentes, des convictions, des valeurs différentes, à des hypothèses qui se ressemblent, mais en même temps, voilà, qui viennent porter la focale sur différents éléments qui sont matériellement présents dans The Walking Dead, que ce soit les plans dans la nature, le côté très contemplatif de la série, mais aussi le côté beaucoup plus action qui peut sembler voilà, être davantage peut-être un stéréotype des productions à succès hollywoodiennes. Alors, Lucille, c'est très très intéressant tout ce que vous venez de nous évoquer avec nous sur à la fois le protocole, bien sûr, et les résultats de l'enquête, parce que moi, j'aimerais que vous, si vous voulez, vous revenir développer justement autour peut-être des questions aussi de ces nouvelles spiritualités, mais aussi quelque part une certaine vision du colonialisme. C'est ce qui sort dans ces idées-là, hein, avec par exemple une certaine vision post-coloniale avec ces hordes en déplacement. On sait aujourd'hui qu'il y a ces mentalités qui sont très présentes dans notre imaginaire collectif.
Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment centrale dans les résultats qu'on a pu obtenir, en fait, qui s'est vraiment distingué. Et à nouveau, c'était quelque chose que nous, on n'attendait pas du tout sur nos terrains. C'est que rapidement, s'est mis en place aussi un débat au sein des étudiants et des étudiantes. Alors, pour expliquer un peu ce débat, je vais vous parler d'une scène qui est assez emblématique de la série The Walking Dead, où on voit arriver pour la première fois un personnage féminin qui s'appelle Michonne, qui est une femme qu'on peut percevoir comme noire et qui utilise des marcheurs comme boucliers. Donc, ce sont des marcheurs qui sont accrochés à elle avec des chaînes, qui ont la mâchoire coupée, le bas de la mâchoire coupé, les bras coupés, et du coup, qui lui permettent de repousser les autres marcheurs, de se fondre plus facilement et de survivre dans cet univers de danger apocalyptique. Et Michonne, elle a la particularité d'être aussi une combattante, une guerrière. Elle est armée d'un katana et voilà, elle n'hésite pas à agir sur les terrains. Et très efficace même. Et donc, ce qui est intéressant avec ce personnage de Michonne, c'est que il y a une ambiguïté autour de la façon dont il arrive dans la série, notamment avec justement lorsqu'on prend un point de vue colonial ou décolonial en regardant la série. Et là, comme je vous le disais, il y a finalement l'idée que est-ce que Michonne, là, elle vient représenter finalement une conquête violente de l'Amérique? Est-ce que c'est une critique de ce qui s'est passé aux États-Unis, voilà, l'esclavage, toutes les violences qui ont été faites sur les populations subalternisées venues des Afriques? Et dans ce cas-là, est-ce que Rick s'incarne un personnage de conquistador, puisqu'on le voit à cheval, notamment dans la bande-annonce, mais dans d'autres épisodes, on le voit régulièrement à cheval. Il a un chapeau de shérif. Est-ce qu'il vient du coup incarner cette suprématie de l'homme blanc? Donc dans ce cas-là, on commence à se demander, OK, mais si on prend cette grille de lecture post-coloniale, qui est en train de coloniser et qu'est-ce qui est en train d'être colonisé alors dans The Walking Dead? Donc, on a une participante, par exemple, dans les discussions, qui a précisé que le traitement des marcheurs dans Walking Dead, ça rappelle la manière dont étaient décrits les peuples indigènes du temps des colonies. Donc, en fait, ici, le mythe du marcheur, il n'aurait pas comme but de refléter la réalité, mais de construire un regard déformé sur la réalité. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'étudiants, notamment en master, qui se sont sentis sensibles à la construction d'un spectateur et d'une spectatrice complice par l'instance d'énonciation. C'est-à-dire que cette instance d'énonciation, le point de vue pris par la caméra qui vient encoder certains rapports de domination, le fait par exemple qu'on ne voit jamais la série, ou presque, depuis le point de vue des zombies, des marcheurs, mais toujours depuis le point de vue des êtres humains, eh bien, ça nous amène à, oui, rendre humains beaucoup plus facilement les personnages vivants que les personnages morts vivants. Donc c'est cette mise en scène qui nous amène à nous placer en tant que colons, à mépriser, à rejeter, à vouloir exterminer ces marcheurs. Donc si le récit pardon, dans la série, il tente ainsi, comme l'explique Roland Barthes à propos du mythe, de supprimer toute dialectique, d'organiser un monde sans contradiction, eh ben, il y a des rares indices quand même qui viennent semer le doute dans la série. Donc cette scène, j'y reviens dans la bande-annonce où on a cette marcheuse qui tend la main vers Rick. On a eu ce débat autour, est-ce que c'est une personne qui est menaçante ou une personne qui a besoin d'aide? Et ben là, on a des étudiants qui nous ont dit que la construction de ce regard, il était raciste, il était impérialiste, et que si ça les touchait autant, et c'est pour ça qu'ils avaient aussi montré de l'empathie envers cette marcheuse, c'est parce qu'ils descendaient eux-mêmes de peuples qui avaient été capturés, mis en esclavage sur des terres ou qui avaient vécu énormément de racisme et d'injustice, et que ça, du coup, bah, ça résonnait tout particulièrement en eux, ça résonnait émotionnellement, et c'est pour ça qu'ils avaient réussi à se désolidariser avec ce point de vue pris par l'instance d'énonciation. Donc finalement, on peut quand même se demander, pour en arriver à voir dans un marcheur un aborigène, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est contraint d'adopter au moins temporairement un filtre interprétatif raciste et impérialiste? Est-ce que ce n'est pas un piège du coup qui est tendu au regard? Et si c'est un piège, alors ce qu'on a pu voir, c'est qu'il a quand même suscité beaucoup de résistance. On a une étudiante à un moment qui était complètement écœurée par cette question et qui nous a dit, mais pour moi, comparer, réduire des natifs à la période de l'esclavage, réduire toute cette horreur à une série de zombies, mais c'est complètement déplacé. Et il en va de même pour l'hypothèse selon laquelle Walking Dead ne raconterait pas l'histoire d'une colonisation passée ou de l'histoire coloniale des États-Unis, mais son actualité la plus brûlante, celle des migrants et des migrantes qui sont actuellement en quête de territoire.
Et donc, les scènes de masse dans la bande-annonce où on voit ces marcheurs qui envahissent les villes, qui renversent des grillages, qui enfoncent des portes, ça convergerait avec un traitement médiatique des flots, des vagues de migrants. Et effectivement, on sait bien qu'il y a des mouvements et des mouvances survivalistes d'extrême droite qui se préparent à l'invasion des zombies. Il y a des étudiants qui ont même mis dans leurs écrits qu'il y a des personnes dans leurs proches qui sont terrorisées à l'idée de voir des personnes subalternisées passer les frontières, des étrangers passer les frontières, même dans des milieux qui sont plutôt politiquement modérés, pas que chez l'extrême droite. Donc finalement, ici, ce mythe des Walking Dead, il raconterait la gestion aussi des migrations par les pays occidentaux. Et sa forme et sa structure narrative, elle aurait comme objectif de rendre la terreur supportable. On a une étudiante qui nous a dit que la série a fait des efforts incroyables pour pas qu'on voit les marcheurs comme des humains. Et ça, c'est un effort nécessaire que fait la production et que nous, on doit faire aussi en jouant le jeu pour pouvoir continuer à s'identifier aux personnages vivants. Parce que si on se dit d'un coup, ah bah tiens, les marcheurs, peut-être qu'ils ont des sensations, ils ont des sentiments, peut-être même qu'ils ont une culture, et ben à partir de là, la trame de la série, ça devient une horreur sans nom. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant, sans spoiler, mais dès la première saison, on le voit et ça revient. Et c'est, là, sur la fin de la série qui vient de se conclure, eh bien, on a à nouveau cette question de mais est-ce qu'il n'y a pas des marcheurs qui ont des souvenirs, qui se rappellent de choses en fait de leur vie d'avant? Parce qu'il y a des personnages qui observent dans le mode opératoire des marcheurs qu'ils ont tendance à revenir vers les lieux où ils ont vécu en fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est troublant. Et personnellement, depuis qu'on a eu ces débats avec les étudiants et les étudiantes, j'ai beaucoup plus de difficultés aussi à me solidariser et avec les héros et en même temps à me désolidariser des marcheurs. Maintenant qu'il y a le doute, et ben, c'est aussi un peu plus difficile à regarder et ça me renvoie souvent à l'actualité politique. En tout cas, ce qui est intéressant pour conclure sur cette question, c'est que au-delà de l'élaboration des hypothèses que j'ai mentionnées, le premier visionnage du trailer, il a aussi provoqué des réactions de rejet spontané. Donc, d'un côté, on a des étudiants qui nous ont dit, je veux pas regarder ça, c'est pas réaliste. Et puis de l'autre côté, enfin avec un petit sourire moqueur, hein, voilà, hein, c'est bon, c'est qu'une fiction. Il y a même des étudiants et étudiantes qui nous ont dit, mais le zombie, il représente rien de la société, c'est de la fiction, c'est du faux, quoi. Et puis il y en a d'autres qui nous disaient, au contraire, je peux pas regarder ça. Ce sont des humains là qu'on voit qui se font manger, zigouiller, abattre. Et là, on sentait qu'il y avait beaucoup plus d'effroi et de dégoût. Et comme le dit finalement Vinciane Després, on peut se dire que c'est plus tellement la monstration crue de la sexualité actuellement qui serait vraiment un tabou, un fort tabou social, en tout cas en Occident, mais que ce serait peut-être davantage la question de la mort là qui serait très puissante. Dans ce cas-là, est-ce que Walking Dead, c'est une forme de pornographie de la mort? C'est vrai que, il y a cette question du contenu violent qui innerve tout le terrain qu'on a mené sur The Walking Dead. Et la question de comment est-ce qu'on s'habitue aussi à ce contenu violent. Pour ma part, entre quand j'ai commencé à regarder The Walking Dead, quand c'est sorti, et aujourd'hui, j'ai vraiment senti que j'avais beaucoup plus de facilité à voir des personnes se faire manger cru à l'écran. Donc, il y a quand même cette question autour de la mort et du marcheur comme l'idée qui vient nous amener, nous tirer, nous faire passer de l'autre côté du voile finalement. Comme si ce marcheur, il se tenait dans une frontière invisible entre la vie et la mort, entre la fiction et le réel. Et ce qu'il faudrait peut-être rappeler là, c'est que cette distinction binaire entre la vie et la mort, entre le réel et la fiction, ça repose aussi sur un long processus de rationalisation qui est ancré dans une histoire de domination qui a été exercée sur des spiritualités non occidentales qui vont pas prôner une séparation aussi nette entre corps-esprit, entre vie et mort, entre fiction et réel. Donc, dans The Walking Dead, l'une des caractéristiques du marcheur, c'est son incapacité à rentrer en communication avec les humains. Et pourtant, quand même, il y a eu cette main tendue dans la bande-annonce. Alors, on a eu beaucoup de participants qui ont été troublés par ça. Nous aussi, on a été troublés par cette scène. On s'est demandé s'il y avait une volonté de cette main de nous attraper, de nous amener derrière cette frontière. On s'est demandé comment ces stratégies de focalisation et d'identification nous invitaient à rejeter ou pas cette invitation, à réaffirmer ou pas ce regard occidental. Donc, certains et certaines interprètent les zombies comme un avertissement qui est adressé aux humains qui vont chercher le secret de l'immortalité, le secret de la jouissance, alors que ce serait contre nature. Et puis d'autres nous rappellent l'origine du terme zombie dans la culture haïtienne.
le fait que c'est l'occupation d'Haïti par l'armée états-unienne entre 1915 et 1934 qui a fait connaître la culture vaudou aux États-Unis et qui a amené à sa représentation monstrueuse dans les films d'horreur. Quelques indices dans la série pourraient quand même semer le trouble sur l'identité réelle du marcheur, pourraient réactiver la croyance que les corps morts ne seraient pas tout à fait morts, croyance qui s'oppose à nos croyances dominantes aux États-Unis et en Europe, qu'elles soient chrétiennes ou laïques, et dont l'imposition serait alors intimement liée à l'histoire de la colonisation. On en arrive maintenant, Lucille, au bout de cette émission très intéressante autour de tout ce que vous avez pu travailler dans le cadre de vos cours à l'Université Paris 8, hein, autour de la série The Walking Dead. Alors finalement, les auditeurs et les auditrices, qu'est-ce qu'ils doivent, selon vous, retenir de cette émission et sur votre travail sur cette série? Merci encore pour cette question et pour ce moment qu'on s'apprête à conclure ensemble, mais qui était vraiment très agréable. En fait, parmi toutes les hypothèses évoquées, on pourrait se dire que voir dans un marcheur ou un zombie une critique de la société de consommation, c'est quand même une hypothèse très commode et confortable. La critique de l'aliénation de la masse. La masse, c'est les autres. La masse aliénée des technologies numériques, aliénée par le Black Friday, aliénée par la surconsommation de la viande. C'est devenu un lieu commun. C'est devenu une habitude de pensée critique anticapitaliste qui vient converger avec un fort habitus universitaire qu'on a, nous, à Paris 8. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est important parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu ressentir, notamment, alors pas au sujet de Walking Dead, mais on applique la sémiotique sociale et aussi la méthode que moi je développe en parallèle qui s'appelle la sémiotique action sur d'autres terrains au sein d'autres facs, d'autres campus, que ce soit Sciences Po, l'IUT de Paris, etc. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Par contre, à Paris 8, c'est vraiment très puissant, cette idée de la théorie critique qui remonte aussi à l'école de Francfort et qui innerve nos cursus que j'ai moi-même suivis à l'époque en licence et en master à l'Université Paris 8. Et c'est intéressant parce qu'avec Alexandra Sammer, on a d'emblée adhéré toutes les deux à cette hypothèse. C'était notre lecture préférentielle de la série lorsque nous-mêmes, puisqu'on a joué le jeu de l'expérimentation à fond, comme je vous le disais, lorsque nous-mêmes on a regardé ce trailer et qu'on a pris nos notes et émis notre hypothèse, on était arrivés à la même conclusion toutes les deux. Ben oui, le marcheur, finalement, c'est un humain aliéné par le néolibéralisme. Et puis, on s'est quand même rendu compte qu'on avait oublié de nous questionner sur la justification de ces massacres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit que ce sont plus des monstres, mais des humains aliénés, bah, il faut quand même se poser la question de pourquoi c'est acceptable dans la série, ou nous, en tout cas dans notre réalité, de voir cette violence. Et ce même oubli, on a pu le diagnostiquer chez celles et ceux qui ont adhéré à l'hypothèse que le zombie, c'est une victime de la pandémie, d'une pandémie, que ce soit la peste, la grippe aviaire, le sida, qui est beaucoup revenu au sujet de la maladie. Et puis maintenant, plus récemment, bah forcément, The Walking Dead avec la Covid. On a vu énormément de parodies circuler sur les réseaux sociaux à ce sujet pendant le confinement, en disant que bah, notre confinement et notre apocalypse zombie, elle ressemblait pas du tout à celle de Walking Dead, que c'était moins hollywoodien quand même. Donc, certes, on a un grand nombre de traits chez le zombie qui nous ont fait penser au ravage d'une maladie incurable, mais de là à accepter l'extermination sans merci de tous les malades, il y a un pas qui a créé du malaise sur tous les terrains avec les étudiants et étudiantes. Donc l'hypothèse selon laquelle le zombie il incarne plutôt un colonisé ou un migrant actuel, eh ben, c'est un regard critique sur un prisme attribué à l'instance d'énonciation. Et ça devient pareillement inconfortable à partir du moment où le sujet ne se contente plus de reléguer la construction d'un regard raciste, d'un regard xénophobe au producteur ou au scénariste, mais qui commence à se questionner sur lui-même. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu reconnaître une personne subalternisée, une personne noire, un aborigène, un esclave ou un migrant, une migrante dans la figure quand même repoussante du marcheur? Il faut bien rappeler encore une fois que la série, elle laisse l'origine de la zombification en suspens, même si il y a des hypothèses et des rumeurs. Donc ce darwinisme social, ce survivalisme de droite, ce racisme, ce sont des convictions auxquelles personne n'a ouvertement adhéré lors des discussions, je tiens à le préciser. Donc finalement, par quelle mécanique trouble on se retrouve dans notre regard à reconnaître dans cette image dégradante un malade du sida, un esclave, un étranger, un aliéné, un fragile? Par quelle mécanique trouble est-ce qu'on va chercher quand même des portes de sortie, qu'elles soient eschatologiques, écologistes, écoféministes ou insurrectionnelles, qui vont venir
la vie alternative que les humains essayent de construire dans les campagnes, qui vont vouloir émouvoir la réhabilitation de croyances non occidentales et qui vont tenter de mettre de côté ces massacres insupportables qui occupent une grande partie de la diégèse dans The Walking Dead. Donc l'organisation de ces débats interprétatifs, au cœur de notre méthode, il nous a aidés à nous engager en collectif, mais aussi individuellement, dans une réflexion sur ce qui guide notre regard au niveau de cette organisation stratégique des signes par rapport au texte, bien sûr, qu'on attribue à l'instance d'énonciation, mais surtout sur le rôle de nos filtres interprétatifs personnels et partagés qui vont conditionner notre perception, notre interprétation des signes et plus largement finalement du monde. Donc sur tous les terrains qu'on a menés, même à partir de productions culturelles moins complexes qu'une série, comme une simple image, on a toujours pu observer une grande variabilité des hypothèses. Ça démontre le rôle fondamental des connaissances, des habitudes de pensée, des croyances, des appartenances dans le filtrage de ce qui nous semble important dans une image et de comment est-ce que, à partir de ce qui nous semble important, on va arriver à proposer un point de vue. Et donc, ces débats interprétatifs qui nous permettent de nous confronter au regard de l'autre, peu importe, indépendamment le niveau d'études ou l'habitus, qui soit semblable, différent, mais comment est-ce qu'on va interpréter différemment, ça peut nous faire réfléchir sur les déterminismes qui agissent dans nos propres certitudes. Et ça, c'est le but de la sémiotique sociale, et c'est notamment le but de questionner des contenus qui nous semblent évidents. Le zombie, pour nous, c'est une évidence. Quand on voit un zombie, on le reconnaît immédiatement, et c'est en ça qu'il a un caractère mythologique, et c'est en ça qu'il a aussi un caractère idéologique. Donc, pour terminer sur cet épisode, ce que j'aimerais juste rappeler, c'est que, comme je vous l'ai dit, le cadre universitaire, il a agi sur nos résultats, mais toutes les enquêtes sont prises dans des contextes et il y a toujours des injustices épistémiques, il y a toujours des moments où il peut y avoir de la censure de certaines convictions, de certaines croyances qui vont être considérées comme peu valorisantes ou inadaptées. Néanmoins, je tiens à souligner qu'on a quand même réussi à impulser des discussions autour des savoirs religieux. Et ça, ce sont des filtres interprétatifs qui étaient très présents chez des étudiants et étudiantes, mais dans un premier temps, ils ne voulaient pas en parler parce qu'on était dans un cadre universitaire. Donc, ce type d'expérimentation, pour pouvoir sonder en profondeur ce qui structure nos regards de l'intérieur, ça demande aussi une vraie confiance et de le faire en tant qu'universitaire de manière franche et généreuse avec nos participants. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, ils ne pourront pas aussi proposer autant de variétés que ce qu'on a pu récolter. Donc, en conclusion, le but de la sémiotique sociale, c'est pas de remonter vers les origines du mythe, c'est pas seulement de récolter des hypothèses interprétatives sur ce que représente le marcheur, la sorcière, la sirène ou encore le corps augmenté du soldat Terminator. C'est aussi nous compliquer un peu la vie et chercher à sonder ce qui fait tenir ensemble nos visions du monde. Lucille Coquelin, merci beaucoup pour cette émission vraiment très très intéressante autour de la série The Walking Dead et comme quoi aussi aujourd'hui, vous l'avez très bien rappelé, le rôle, le travail des sciences sociales autour de ces nouveaux médias, autour des séries, de l'étude filmique et cinématographique, c'est vraiment très très intéressant et permet de renvoyer beaucoup d'images, d'imaginaires et d'expliquer aussi en partie la construction mentale de notre société. Donc si pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous retrouvez sur la page de l'émission sur histoireensérie.com une biographie indicative donnée par Lucille qui vous permettra d'approfondir. Et puis je vous incite à aller découvrir aussi les travaux très intéressants de Lucille. Toutes les références sont bien sûr sur la même page de l'émission. Et puis suivez l'actualité, notre actualité qui en ce début 2023 va être riche de 2 colloques, alors sur des sciences justement très différentes, autour de la littérature et de la fantasy, un colloque co-organisé avec Fantasy Art Studio et notre amie Justine Breton, autour justement des questions de genre dans les séries de fantasy. Et puis au mois de mars, on diffusera par la suite un 2e colloque qui lui est organisé avec notamment Claire Edem, Mathias Piglas et d'autres collègues des sciences, ce coup-ci de gestion et de management, autour justement de que renvoient les séries autour de ces questions-là. Vous voyez, donc Histoire en série est très très éclectique ces temps-ci et on vous incite à être fidèle à ces colloques, à aller les voir et à nous écouter. Ils seront diffusés aussi sur notre antenne. Ça permettra de voir justement toute l'étendue des travaux dans les sciences sociales. Lucille, vraiment merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle série. Avec grand plaisir, rendez-vous pour le prochain épisode.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.